Succès diplomatique du Gabon qui intègre le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail en tant que membre titulaire, un fait inédit qui vient couronner les efforts des autorités de la transition en tête desquelles le général Brice Colter Oligingima qui met un point d'honneur sur le travail décent, l'emploi des jeunes et le dialogue social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien avec monsieur Adrien Guimamba, le ministre du Travail en charge de la lutte contre le chômage. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndombian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le ministre, après la tenue de la 112e session de la conférence internationale du travail qui s'est tenue du 3 au 14 juin, à laquelle vous avez pris part, 2 semaines plus tard, le directeur général de l'OIT était à Libreville. Alors, qu'est-ce que cette visite représente pour vous? Merci, monsieur Ndombian. Cette visite concerne d'abord, c'est un succès diplomatique. Diplomatique du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et du CTRI, qui ces derniers mois, ont tout fait sur le plan diplomatique pour que le Gabon soit reconnu sur le plan international. Donc, l'impulsion venant d'en haut, il est évident que la dynamique a pris par le bas, et cela grâce aux affaires étrangères. À travers les affaires étrangères, je profite de l'occasion pour féliciter notre ambassadeur à Genève, qui a tout fait, au vu des instructions que je lui avais laissées lorsque j'avais été reçu par le directeur général, de tout faire pour que le directeur général de l'OIT, M. Gilbert Ougbo, puisse venir à Libreville. Et je vous rappelle que le directeur général de l'OIT a rang et prérogative de secrétaire général des Nations Unies. Et à ce titre, il ne peut pas se déplacer s'il n'a pas l'onction, l'accord du secrétaire général de l'ONU. Ça signifie en d'autres termes que la communauté internationale a un œil bienveillant sur ce qui se passe au Gabon. Donc, succès diplomatique du chef de l'État, succès diplomatique effectivement de tout l'ensemble de toutes les personnes qui ont travaillé à sa venue au Gabon. Cela est d'autant plus éclatant parce que c'est la première fois qu'un directeur général de l'OIT est en visite en terre gabonaise, même si bien avant, le directeur général, il y a eu le directeur général adjoint. Oui, ce n'est pas le même niveau. Le directeur général, c'est vrai, dans 64 ans, je crois, d'indépendance, c'est la première fois qu'un directeur général se déplace. C'est pour dire que ce succès diplomatique est vraiment l'œuvre du président de la République. Monsieur le ministre, au-delà de l'aspect diplomatique, concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte, le fait qu'il soit venu en terre gabonaise, aussi bien pour la transition que pour le département dont vous avez la charge? Effectivement, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, on a fait le point de la coopération entre le Gabon et l'OIT. Il faut dire que cette coopération était en berne depuis fort longtemps. Donc, ça renaît de ses cendres. Deuxièmement, nous avons reçu l'appui de l'OIT, ou du Bureau international du travail, en ce qui concerne le renforcement des capacités, non seulement des inspecteurs de travail, mais aussi toutes les personnes qui travaillent autour du travail, qui ont des idées, qui ont des décisions à prendre tout autour du monde du travail. Toutes les parties prenantes? Les parties prenantes, effectivement. En ce sens que, lorsque le directeur général est arrivé, il a rencontré les présidents du Parlement. Donc, au cours de ces discussions, il était convenu qu'on va créer au sein du Parlement des sous-commissions s'occupant exclusivement de l'emploi et du travail et de l'employabilité des jeunes. Et la chance qu'on a eue, c'est du fait que les 2 présidents du Parlement sont des anciens ministres du Travail. Donc, ils ont eu une œil bienveillante, beaucoup de compréhension à la mise en place de ces sous-commissions. Donc là-dessus, il va y avoir un renforcement de capacité des honorables et vénérables, des honorables députés et des vénérables pour qu'ils puissent mieux appréhender sur le plan législatif, mieux adosser tous les projets de loi qui vont partir au Parlement par rapport aux normes internationales. Et là aussi, nous avons vu aussi, on va avoir aussi l'appui en ce qui concerne la formation des magistrats. Parce que la plupart des magistrats au Gabon sont de l'ordre judiciaire, de l'ordre financier, c'est-à-dire la Cour des comptes, ou de l'ordre administratif. Il y a très peu de magistrats qui sont au tribunal du travail. Donc il va y avoir un renforcement de la capacité, c'est-à-dire les experts de l'OIT viendront au Gabon,
que ce soit les inspecteurs de travail ou des députés, où les députés pourront aller à Turin, où il y a une école concernant le monde du travail financée par l'OIT ou à défaut au niveau du CRADA. C'est-à-dire nous allons avoir un corpus, non pas juridique, mais un corpus humain qui seront capables de bien traiter les problèmes du travail. Alors, Monsieur le ministre, nous le disions tout à l'heure dans nos propos introductifs, le Gabon siège désormais comme membre au conseil d'administration de l'OIT. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui a joué en notre faveur pour y arriver? Non, avant de répondre à cette question, je voudrais encore ajouter. Et ce qui est essentiel, c'est surtout aussi l'OIT, le BIT, si vous voulez, le Bureau international du travail, va nous appuyer à ce qui concerne les élections professionnelles. C'est quelque chose d'essentiel, afin de dépoussiérer tout le système, disons, tous les centrales syndicales qui sont en ce moment. D'autant plus que ça fait plus de 30 ans. Voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas fait ces élections professionnelles. Contrairement à ce que certains syndicats pensent, il ne s'agira pas ici d'annihiler certains syndicats. Loin de là. Tout simplement, nous voulons dégager une certaine représentativité des syndicats, afin que l'État et les entreprises puissent avoir des interlocuteurs valables. Et légitimité aussi. Et légitimés. C'est ça surtout, pour qu'il y ait une certaine paix sociale. Vous savez, nous avons beaucoup de difficultés à travailler avec les syndicats. Vous tombez d'accord avec un syndicat aujourd'hui ou avec une centrale syndicale aujourd'hui sur leur cahier de charges. Le lendemain, une autre centrale syndicale arrive pour repenser les mêmes choses. Et on ne sait plus, ce qui fait qu'il y a une déstabilisation au niveau de l'économie. C'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule. Voilà. Donc, on commence à apprendre sérieusement. C'est pour cela qu'on a eu cet appui, puisqu'ils ont eu à discuter avec les centrales syndicales, ils ont eu à discuter avec les employeurs pour que nous puissions faire ces élections professionnels qui sont nécessaires à la stabilité du monde du travail. Alors maintenant, pour en venir au Gabon, qui est au conseil d'administration de l'OIT, qu'est-ce qui a joué en faveur du Gabon juste pour y parvenir en tant que membre? Non, c'est-à-dire il y a tout un processus. Il y a un processus pour arriver en tant que membre titulaire. On est d'abord membre adjoint pendant 3 ans et on voit surtout la pertinence du travail qui se fait lors des assemblées, lors de l'Assemblée générale de la CIT ou lors des conseils d'administration. Et puis, en accord avec, comme c'est par zone, en accord avec les autres représentants du gouvernement, on décide que c'est tel pays qui va être membre titulaire. C'est-à-dire, en amont, il y a un travail. Il y a un travail qui est fait, non seulement un travail diplomatique, mais aussi un travail dans la présence continue. Et on analyse les interventions que le pays fait lors des réunions. Ce n'est que comme ça, bien entendu, avec tout l'appui diplomatique qu'il faut, et on peut accéder à cette haute fonction qui est membre titulaire. Alors, justement, en parlant des interventions que chaque pays fait, on sait que c'est un mandat de 3 ans. Quelle va être justement l'intervention, sinon la vision du Gabon en tant que membre du conseil d'administration de l'OIT? Non, ce qu'il faut nuancer, c'est-à-dire le conseil d'administration est issu de la conférence internationale. C'est lors des discussions tripartites au moment de la conférence internationale qui se passe au mois de juin que des grandes directives sont données. C'est-à-dire nous avons la conférence internationale qui est l'Assemblée générale, nous avons ensuite le conseil d'administration et ensuite le secrétariat permanent, en fait, qui est le bureau, donc qui exécute. Donc le conseil d'administration analyse toutes les recommandations issues des conseils de la conférence internationale. À cela s'ajoutent bien entendu des interventions pertinentes qui peuvent être des interventions nationales ou des interventions sous-régionales, parce qu'on représente une sous-région qui est l'Afrique, que nous contribuons. Donc c'est une contribution que nous allons faire pour que les décisions qui vont être prises correspondent un peu à notre vision du monde, bien entendu, mais adossées à la norme internationale. Justement, qu'est-ce qui va caractériser cette contribution? Cette contribution, je crois que ça a été défini par le directeur général. L'avantage qu'on a cette fois-ci, parce que c'est un directeur général issu d'un des pays frères, qui est le Togo. Donc, il connaît bien tous les problèmes relatifs au monde du travail qui se posent en Afrique. Donc, nous avons beaucoup de projets, surtout, comme l'a dit, d'ailleurs même c'est la feuille de route que nous a donné le président de la République, c'est-à-dire un travail décent, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la restauration de la dignité du travailleur gabonais. Nous allons nous battre pour qu'effectivement nous pouvons atteindre ce but.
Parce qu'il faudrait que le salaire qu'on vous donne puisse vous nourrir convenablement. Or, nous savons que dans beaucoup de sociétés, le salaire qu'on donne ne nous suffit pas. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de pays, les gens font 2 ou 3 travails à la fois. Et c'est vraiment difficile. Donc, travail décent, salaire décent. Donc, voilà un peu les objectifs, qui est l'agenda, il faut le dire, qui est l'agenda du directeur général, qui sied par rapport à la vision que nous a donnée le président de la République. Alors, Monsieur le ministre, avant votre départ pour Genève, pour prendre part à la 112e conférence internationale du travail, il y a eu des tensions entre les syndicats et vous. Justement, ces derniers vous reprochant un manque de considération par rapport à leur statut. Monsieur Ndombian, je ne sais pas ce qu'ils entendent par ce narratif qui devient récurrent. Manque de considération, manque de considération. Est-ce que vous les associez? Est-ce que vous avez une approche participative incluant justement ces partenaires sociaux lorsque vous prenez les grandes décisions? Vous savez, je suis du gouvernement. Et ils sont des syndicats. Et ensuite, il y a les représentants des employeurs. C'est ce qu'on appelle des mandats tripartites. Donc chacun, dans son coin, élabore des décisions. Mais il arrive, puisqu'on met en avant le Gabon, qu'on se réunit pour regarder ensemble. Vous savez, lorsqu'on arrive à la CIT, c'est bien divisé. Il y a les gouvernants qui sont d'un côté, les employeurs de l'autre, et ensuite les syndicats de l'autre. Je crois que tout simplement qu'il y a eu une incompréhension. Je ne parlais pas de manque de considération. Lorsque je suis arrivé au ministère du Travail, j'ai reçu toutes les centrales syndicales. Et je vous assure que depuis que je suis arrivé, je passe mon temps à recevoir les syndicats. Non seulement les centrales, mais aussi tous les syndicats. Et il y a même certains syndicats qui étaient ostracisés, qui n'arrivaient pas au ministère du Travail, que j'ai reçus, que j'ai intégrés dans ce système-là. Donc, lorsque j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas de considération, je dis non, il y a une incompréhension en ce qui concerne la subvention qu'on met à la disposition des syndicats, des centrales syndicales. Qu'est-ce qui est passé? Vous le savez, vous êtes fonctionnaire. Vous savez, vous pouvez émettre des avis, vous pouvez émettre des ordres de mission, mais ça part au ministère des Finances. Et il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure pour avoir accès à ces fonds. Et je vous dis même que mes collaborateurs, il a fallu que je téléphone à un ami qui a une agence pour avoir des billets pour partir. Ce qui fait qu'ils sont partis sans leur fonds. Ils sont partis, moi-même je suis parti sans mes fonds. Et puis c'est un fait récurrent. Mais toutefois, ils ont eu accès à leurs fonds. Ça a été d'une manière peut-être séquentielle, mais il y a eu du retard. Mais ce n'est pas de ma faute. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé que j'aille au ministère des Finances. Vous me voyez, moi, ministre de la République, aller faire la queue au niveau des chefs de service pour que les syndicats puissent avoir leurs sous? Non. Mais aussi, il y a aussi une autre réalité que je tiens à souligner. Ce qu'on fait, c'est ce que la Cour des comptes appelle le transfert des fonds. C'est ce que la Cour appelle. Parce que les fonds qu'on met à leur disposition ne sont pas inscrits dans le budget. Lorsque je suis arrivé au ministère du Travail, je me suis demandé pourquoi ces fonds n'étaient pas bien listés, n'étaient pas clairs au niveau du budget. Que s'est-il passé? C'est-à-dire avant 2015, lorsqu'on a mis en place, je crois que la BOP, ces lignes étaient bien claires sur le budget. Avec la mise en place de la BOP, ces lignes ont disparu. Donc il faut à chaque fois que le ministre aille chercher dans les fonds mis à la disposition des directions pour rassembler ces fonds. Et je vous le dis pour que les gens comprennent, c'est 261 millions qu'on met à la disposition des centrales syndicales pour pouvoir voyager. Vous comprenez? Donc il faut trouver. Pour combien Ils sont 22. Avant ils étaient 18, maintenant ils sont 22. Vous comprenez? Donc il a fallu dégager ces fonds au niveau du ministère des Finances pour mettre ça à leur disposition. Est-ce que tous ces syndicats sont réellement convoqués à la conférence du travail international? Mais ils sont convoqués, puisque la réalité, c'est que lorsqu'on met à la disposition de ces syndicats des fonds, ils doivent aller à la conférence. Et ils doivent justifier, ils doivent avoir un plan d'utilisation que jusqu'à maintenant, le ministère du Travail n'a jamais demandé. Vous comprenez? Vous mettez des fonds publics à la disposition des syndicats, ils y vont, ils reviennent, ils ne justifient pas. Il n'y a pas eu de rapport de leur part? Il n'y a pas de rapport jusqu'à maintenant. Je fouille dans les archives, il n'y a jamais eu de rapport de la part des syndicats, de l'utilisation des fonds, et puis de tout ce qui se passe au niveau de la conférence. C'est ce qui fait qu'à partir de tous ces rapports,
on peut établir des politiques publiques en ce qui concerne le travail décent, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup plus une incompréhension qui manque de considération. Non, je respecte les centrales syndicales, je respecte tous les syndicats. Personne ne peut dire que je ne les respecte pas. Preuve à l'appui. Non, je les respecte, il y a une incompréhension. Et vous voyez même, ils sont intervenus à cause de ces fonds. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour résoudre ce problème une fois pour toutes, nous allons aller aux élections professionnelles, la représentativité des syndicats qui va se dégager, on va mettre des nouvelles dispositions qui fait que lorsqu'on met ces fonds, parce qu'il faut le dire que ces fonds, ce n'est pas ces fonds ne sont pas, on ne leur donne pas pour aller à la CIT. C'est pour l'éducation ouvrière. Mais ces fonds, justement, qui est-ce qui les met à disposition? Mais c'est le ministère du Travail. C'est le ministère du Travail. C'est le ministère du Travail, puisque c'est pas l'OIT, c'est pas le BIT. Non, c'est pas l'OIT, c'est le gouvernement à travers le ministère du Travail. Et là aussi, ça peut aussi dépendre, dans ce cas, des moyens dont dispose l'État en ce moment. Mais bien entendu, il peut arriver que le budget augmente si le budget baisse. Mais on baisse. Voilà. Ces fonds doivent être constants. Ça joue par rapport aux dispositions financières qu'on met à la disposition du ministère du Travail. Alors, venons-en aux élections professionnelles qui sont très attendues. On le disait tantôt, elles datent de plus de 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions, le préalable nécessaire est là pour que ces élections puissent se tenir et que surtout, in fine, il n'y ait pas de contestation? Non, ça va bien se passer. Vous comprenez, les élections professionnelles, c'est comme les élections politiques. Mais on connaît comment elles terminent les élections politiques. Non, mais là, il ne devrait pas y avoir, puisqu'il va y avoir des experts effectivement de l'OIT, du Bureau international du travail, qui vont nous appuyer. On aurait dû commencer ce mois de juillet, mais je leur demandais d'attendre à cause de beaucoup d'activités que le ministère du Travail a. Je crois qu'on va mettre tous les mécanismes en place au mois de septembre à la rentrée. Ça prend du temps. Peut-être les élections vont se passer réellement, on va aller aux élections réellement, peut-être au mois de décembre. Mais pendant ce temps, on doit mettre en place tous les mécanismes, mettre les bureaux, mettre les représentants, ainsi de suite. Ça va se passer dans la plus grande transparence. Mais les contestations, c'est inhérent que ce soit à la vie syndicale ou à la vie politique. Mais l'essentiel en est que si on s'aperçoit qu'ils ont raison, on peut annuler certains bureaux. S'ils ont tort, on ne va pas annuler et puis on va dégager une représentativité. Non, Monsieur Dombian, c'est vraiment nécessaire d'y aller. Je ne suis pas contre certains syndicats, mais j'estime qu'on doit avoir une représentativité qui soit capable. Le président a dit qu'il faut avoir des institutions fortes. Les institutions fortes passent aussi par là pour avoir des syndicats représentatifs. Qui soient capables, non pas de discuter seulement avec le gouvernement, mais aussi avec les entreprises. Nous avons en face de nous des grandes entreprises multinationales qui sont bien outillées. Mais si vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas outillés, qui ne sont pas formés pour discuter avec vous, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe notre temps au ministère du Travail avec mon conseiller à régler les litiges qui se posent au sein des entreprises. Pourquoi? C'est parce que quelquefois ces syndicats ne sont pas à la hauteur. Une interprétation fallacieuse, quelquefois déraisonnée du Code du travail, parce qu'ils ne sont pas formés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de revoir les critères qui permettent la création d'un syndicat, les critères d'attribution d'un leader syndical, parce qu'effectivement, on le constate, que ce soit dans les administrations publiques ou privées, ce qui fait que certaines personnes ont même de la réticence on va dire, à entrer dans un syndicat. Et puis, autre chose aussi, on a parfois l'impression qu'il y a une dualité, un mariage qui n'a pas lieu d'être entre le syndicalisme et la politique. Vous l'avez dit, M. Ndombian. Vous l'avez dit vous-même. Vous le constatez, tout le monde le constate. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Tout simplement parce que les conditions... les conditions de création de syndicats, je crois qu'il va falloir revoir, au même titre qu'au niveau des partis politiques. On doit revoir tout ça, mais là, dans un consensus général. Je ne vais pas prendre l'initiative de le faire seul. On fera la matrice, on va appeler tout le monde pour que nous regardons. C'est ça l'avantage au niveau du ministère du Travail, comme nous le recommande l'OIT. C'est qu'il faut toujours regarder des choses, des projets de loi, des décrets qu'on met en branle avec les autres mandats. Mais je pense sincèrement qu'il faut revoir les conditions de création de syndicats. Donc il faudra tout remettre à plat. Il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre à plat, sinon on n'avancera pas. Je vous prends un exemple.
à la RDC, la République démocratique du Congo, il y avait 750 centrales syndicales. Après les élections professionnelles, ils ne sont plus que 15. Vous comprenez? Au Ghana, il n'y a que 2 centrales syndicales. En Côte d'Ivoire, je crois qu'ils sont 6. Vous comprenez que, bon, il va falloir qu'on parte. Au Gabon, on en dispose de combien? Et il y a 22 centrales syndicales, sans compter les syndicats autonomes, sans compter les fédérations de syndicats, sans compter les syndicats simples. Non. Vous-même, vous l'avez dit, dans les ministères où il y a 200 personnes, on peut se retrouver avec 4 syndicats. Je crois que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Ça bloque l'action, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises. Donc, si on y va, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Déjà oui, ça passe tellement vite. Ce qui vous donne je vous donne quand même l'opportunité de revenir sur peut-être 1 ou 2 points qu'on n'aura pas abordés, qui vous tiennent à cœur, et ce sera là votre mot de fin. Oui, je tiens d'abord à aborder le problème. On a signé dernièrement, c'est pas moi qui l'ai signé, c'est mon prédécesseur, a signé le point sur l'alliance, sur le point 8, l'alliance. Ce point 8 a quelque chose d'essentiel. C'est vraiment la lutte contre la traite des enfants dans le monde du travail. Le président de la République l'a dit, que les enfants doivent se trouver à l'école dans le monde du travail. Donc il y a des dispositions juridiques, il y a tout un corpus juridique qui a été mis en place. Et il y a même une commission interministérielle entre le ministère du Travail, des Affaires sociales et le ministère de la Justice, c'est piloté par le ministère de la Justice, vraiment pour lutter contre toute forme d'esclavage, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours. Et c'est la feuille de route que nous a donnée le président de la République. C'est pour cela que j'attire l'attention de tout le monde et surtout des employeurs. Il faudrait qu'ils aillent dans le sens voulu par le président de la République. Parce que là-dessus, nous allons prendre des dispositions assez draconiennes pour lutter contre le travail des enfants, l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au préalable, les gens travaillent tôt pour recevoir peu. Nous avons des cas à Port-Gentil où il y a saucissonnage, des salaires mis à la disposition des Gabonais. Ça, nous ne pouvons plus le tolérer. C'est la raison pour laquelle nous voulons des syndicats forts qui soient capables de discuter cela avant l'intervention du gouvernement. Il y a aussi l'alliance qu'on a signée, que mon prédécesseur a signée, l'alliance en novembre, je crois qu'en novembre 2023, qui permet effectivement de lutter, d'aller dans le travail décent, ce qu'on appelle le travail décent, voire même, il y a une nouvelle notion qui est en train d'arriver, qui est le salaire vital. Parce qu'on s'est aperçu que le salaire qu'on nous donne, on l'avait calculé sur une personne, mais cette personne est mariée à des enfants. Vous comprenez, si seul vous pouvez vivre avec 150 000, mais quand vous êtes à 2 ou 3, vous ne pouvez plus vivre. D'autant plus que le train de la vie qui n'est pas adossé à l'inflation et sur ça. Donc, c'est tous ces mécanismes et la volonté politique qui est là du chef de la transition regarde pour que nous puissions aller dans ce sens. C'est ce que tout simplement ils ont appelé la restauration de la dignité du travailleur gabonais. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Je vous rappelle que nous étions avec Monsieur Adrien Nguemamba, le ministre du Travail en charge de la lutte contre le chômage. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Première.